Il faut des circonstances comme celle-ci, en quelque sorte exceptionnelles, pour que réapparaisse un soir sur un coin de table une de ces vieilles lampes à pétrole. Non qu'elle soit, à vrai dire, si ancienne, 100 ans à peine. Mais en 100 ans, les choses sont allées vite. Elles sont même allées si vite que la modeste lampe à pétrole de nos grands-mères ne marque plus seulement une étape dans la technique de l'éclairage, mais qu'elle symbolise une rencontre, celle du pétrole et du monde agricole, qui est une date dans l'histoire des hommes. Voici pourquoi. Ce qu'on appelle la nuit des temps, cette accumulation vertigineuse de centaines de millions d'années, un être étrange où nous reconnaissons l'homme, y laisse enfin sa trace. Cet homme, durant plusieurs milliers de générations, ne dut sa survie qu'à la chasse. La pierre, la peau et l'os étaient son univers. Cela dura des centaines de siècles. Un fruit sauvage qu'on cueille, une racine qu'on déterre, tels furent sans doute les premiers rapports de l'homme avec le végétal. Rapports épisodiques sans lendemain, puisque pour l'essentiel, tout était arraché aux animaux et qu'il fallait bien tuer là où il y avait à tuer, toujours plus loin. Quand et comment la première graine fut-elle jetée en terre, c'est ce que nul ne sait ni ne saura jamais. Tout au plus peut-on imaginer que le hasard, l'observation jouèrent leur rôle. Le plus important est ailleurs. Le plus important, c'est-à-dire ces villages primitifs qui manifestent la volonté pour l'homme de se fixer à proximité de la terre qu'il travaille et marquent le début de notre civilisation. À l'aube de notre temps, voici déjà des scènes qui nous sont familières. Voici l'ébauche d'un outillage, certes sommaire, mais que nous reconnaissons. Et si le métal est encore à découvrir, du moins la pierre, l'os et surtout le bois, sont-ils là pour armer la main du cultivateur dans ce gigantesque combat dont la nature sortira modifiée, recréée à l'usage de l'homme. Or, voici le plus surprenant. Ces images datent d'aujourd'hui. Elles ont été tournées en France. Bientôt, sans doute, elles ne seront plus qu'un souvenir. Il n'en reste pas moins qu'en plein milieu du XXe siècle, elles sont une réalité, la réalité quotidienne d'un village des Pyrénées. Et si nous vous les présentons, c'est qu'elles illustrent mieux que tout commentaire un fait historique essentiel. Quelle différence existe-t-il en effet entre le mode de travail antique, celui de ce laboureur du XVe siècle, et celui de cet homme de notre temps, entre ce herçage et celui-ci? Entre ces faneuses et cette femme? Quelle différence entre cette scène et le spectacle que nous offrent ces hommes? Les siècles passent, les châteaux tombent en ruine. Mais au pied des châteaux, et tout comme autrefois, l'agriculteur répète d'une saison à l'autre, d'un an sur l'autre, d'une génération à l'autre, le même geste qu'on dit éternel. Et si l'on dit cela, c'est qu'il faut bien admettre qu'entre l'outil antique et celui-ci, le progrès n'a porté que sur des détails. Plus robustes, plus maniables, améliorés,
cet outil demeure dans sa conception même identique à ce qu'il était il y a plusieurs milliers d'années. Ceci implique que pratiquement jusqu'à nos jours, l'énergie est demeurée celle des hommes. Ceci explique que très vite, une tradition paysanne se soit établie, fondée sur l'acharnement à l'effort et le respect des méthodes héritées du passé. En découle tout un mode de vie, toute une façon de penser, de concevoir ses rapports avec la société, qui peu à peu pousse un monde rural replié sur lui-même à s'enfermer dans ses propres limites, à devenir un monde sans âge. Dès lors, les amendements, les engrais, la rotation des cultures, les plantes nouvelles peuvent bien contribuer à assurer l'équilibre précaire maintenu tant bien que mal depuis les origines. L'attitude fondamentale de l'agriculteur n'en semble pas moins fixée pour l'éternité. L'essor industriel du XIXe siècle, le développement du machinisme, n'ont rien apporté à l'agriculteur, ou presque, sinon une conscience plus aiguë de ce qui le sépare du reste du pays. Alors, l'exode commence vers l'usine et la ville. Aux États-Unis, cependant, un Américain nommé Drake avait entrepris le forage du premier puits de pétrole. Et de l'exploitation systématique de cette nouvelle forme d'énergie allait naître une industrie dont on peut constater qu'elle a changé en quelques dizaines d'années la face du monde. De cette révolution, l'agriculture allait faire sa révolution. Le tracteur en fut l'instrument. Grâce à lui, l'agriculture disposait enfin d'un outil qui substituait son effort à celui de l'homme. Et cet outil qui s'adaptait partout provoqua la naissance d'un nombre croissant de machines de plus en plus complexes, de plus en plus différenciées. Épargne de peine, de main-d'œuvre, de temps, tels sont sans doute ces trois atouts majeurs, mais il en est bien d'autres. En permettant par exemple de multiplier les opérations de binage, traitement, sarclage, ameublissement de la terre aux moments les plus favorables, c'est le rythme mais aussi l'efficacité du travail que la machine remet en cause. Grâce à elle, l'agriculteur se voit libéré d'une de ses craintes les plus obsédantes. Gagnant de vitesse le mauvais temps, il peut mettre à l'abri sa récolte dans les meilleures conditions. Son travail comme sa production s'en trouve stabilisé. Désormais, le besoin se fait de moins en moins sentir de faire appel à cette main-d'œuvre si longtemps indispensable qu'étaient les femmes et les enfants. Dans bien des cas, c'est le caractère même de la vie familiale qui se trouve modifié. Rendu à des conditions d'existence plus normales, l'épouse, la mère, peuvent consacrer leur temps à un foyer que le pétrole,
toujours lui, concourt à moderniser dans son équipement. Pour les plus durs travaux, pour ceux qui hier encore mobilisaient tous les bras disponibles, il suffit aujourd'hui de juger du moment. La machine exécute. Mais le pétrole, c'est autre chose encore. Loin de se limiter aux recherches sur les carburants, la chimie a porté son effort dans un domaine essentiel de l'agriculture moderne, celui des soins spéciaux apportés à la défense des cultures. L'emploi des produits de traitement est aujourd'hui généralisé. Il contribue de façon déterminante à donner à l'agriculture son visage actuel. Protection des vergers, défendus désormais contre leurs principaux parasites. Protection de la vigne. Le mildiou, l'oïdium, les vers de la grappe ont cessé d'être une menace pour le premier vignoble du monde. Protection des cultures légumières de plein champ, qui de ce fait ont pu se substituer dans certaines de nos grandes plaines aux cultures traditionnelles. Destruction des plantes adventices. En supprimant les mauvaises herbes au profit des céréales, on gagne également sur le nombre des façons culturales. Destruction des broussailles. Mais en maintenant toutefois une végétation herbacée qui empêche l'érosion. Enfin, quand il s'agit de mettre en œuvre une parade instantanée contre le gel qui menace les vergers, c'est encore à un produit pétrolier qu'il est fait appel. De la lampe à pétrole à ses feux dans la nuit, de la seconde partie du 19e à la moitié du 20e siècle, une révolution s'est mise en marche. Son importance n'est peut-être comparable pour l'avenir de l'humanité qu'à celle qui vit creuser le tout premier sillon pour la première semaille. Mais l'histoire, cela se fait chaque jour. Là-bas, dans cette ferme que nous reconnaissons pour l'avoir entrevue il y a quelques minutes, le courant électrique vient de se rétablir. Mais il est tard, trop tard pour que la veillée se prolonge en famille. C'est l'heure où la fatigue pèse sur les épaules. Pour cet homme, cependant, la journée n'est pas terminée. Combien d'heures à présent passe-t-il à sa table, penché sur des dossiers, des formulaires, des chiffres, occupé tout entier à ce travail nouveau dont les générations précédentes n'ont même pas soupçonné l'existence. Et lui, souvent, songe à ce qui a changé. Sur son plan personnel, il sait bien ce que la mécanisation lui a apporté, mais il sait bien aussi que, travaillant sur la même terre que ses pères, il n'en fait pas moins un autre métier que ses ancêtres. L'importance du capital engagé en machine l'oblige à penser amortissement, donc rentabilité. Par là même, bien des données anciennes ont été révisées. Le paysage lui-même, soumis à la machine, a changé de visage. Mais le remembrement n'est qu'un aspect des choses. Et notre homme se souvient de cette année où la disposition ancestrale de sa vigne dut être modifiée pour laisser la machine se frayer un chemin.
La terre elle-même n'est plus tout à fait pour lui ce qu'elle était pour son père. L'un avait l'expérience, la tradition, l'instinct. Pour lui, ce qu'il lui faut, c'est une certitude scientifique. Alors, il la contrôle, la fait analyser. Et c'est cela, sa terre. Des proportions, des chiffres. Un peu partout en France, des laboratoires ont été créés qui se consacrent à la biologie, à la chimie des plantes et du sol. Tout un monde à la fois lointain et quotidien qu'il lui faut déchiffrer. Il s'y est mis, comme il s'est mis à la mécanique. Autant de tâches nouvelles, indispensables. Et comme tout se tient, comme l'évolution d'une exploitation agricole est elle-même liée à l'évolution générale, des rapports nouveaux s'établissent avec l'extérieur qui ne sont pas toujours simples. Pour faire face, l'agriculteur moderne ne peut se contenter d'accumuler les connaissances techniques. Il lui faut organiser son travail, être lui-même un administrateur. Et sur ce point aussi, il est significatif de constater que ses préoccupations rejoignent celles de l'industriel. Des tableaux de ce genre sont de plus en plus fréquents au mur des exploitations agricoles. Au cultivateur d'autrefois succède un chef d'entreprise conscient de s'intégrer dans un circuit économique complexe, en constante évolution. Comme tout industriel, il lui faut s'informer, assimiler à temps les idées et les techniques nouvelles. Il n'a pas un métier, il en a 10. Poussé par l'industrie pétrolière à la pointe de l'activité économique, l'agriculteur est au premier chef concerné par les recherches, les méthodes, l'expansion de cette industrie. En retour, celle-ci a partie liée avec lui. Elle le lui prouve. Pour ce faire, elle ne se contente pas seulement de lui proposer des produits d'une haute qualité. Dans tous les domaines où il lui appartient d'intervenir, elle se met au service de l'agriculture. Désormais, où qu'il se trouve, et quelles que soient parfois les difficultés pour arriver jusqu'à lui, l'agriculteur sait qu'il peut compter sur le carburant demandé. Mais les problèmes de livraison ne sont pas seuls en cause. Très souvent, des problèmes de stockage interviennent, problèmes qu'il faut résoudre en fonction de la sécurité comme en fonction de l'économie. C'est dans cette double perspective qu'il est fréquemment fait appel au conseil d'un revendeur livrancier, formé lui-même à ces tâches multiples par des stages fréquents et suivis. Tous les moyens d'information sont mis en œuvre pour apporter au village même un lot d'indications techniques, économiques, pratiques. Ainsi, chaque région, avec ses problèmes particuliers, est à la même de tirer parti d'un enseignement direct, conçu pour elle. Images de notre temps, images à regarder pour ce qu'elles sont, bien sûr, mais aussi et surtout pour ce qu'elles signifient. En affranchissant le monde agricole de sa condition millénaire, en apportant aux cultivateurs du XXe siècle l'énergie mécanique, le pétrole est en train de créer le premier mode de civilisation industrielle dans lequel l'homme ne soit pas asservi par la machine, mais au contraire, domine, grâce à elle, son travail.
De ce travail, on a pu dire qu'une terre nouvelle est née, restaurée en sa puissance de production et maîtrisée par l'intelligence humaine comme elle ne le fut jamais.